Et si ce funérail n'était pas un adieu au passé, mais le début d'une réclamation silencieuse tournée vers l'avenir? Et si, derrière la solennité des chants funèbres, se cachait une revendication collective bien plus profonde, une soif de légitimité et d'ordre que seule une mémoire vive pouvait faire ressurgir? Plus de 10 années après la chute d'un pouvoir redouté, des milliers de Libyens convergent pour l'enterrement de Saïf al-Islam Kadhafi. À première vue, ce n'est qu'une cérémonie. Mais la foule compacte trahit une tension souterraine, un sens caché. Les visages graves, les regards échangés, les gestes retenus. Tout évoque un malaise qui hante encore le pays. Pourquoi tant de présence? Est-ce la nostalgie d'une époque disparue, ou le signe d'un malaise collectif, jamais vraiment dissipé? Est-ce l'ombre du passé qui plane, ou la lumière vacillante d'un avenir incertain qui attire tant de monde? Lorsque le présent déçoit, la mémoire collective refait surface. Ce rassemblement ne célèbre pas uniquement un homme, il porte un message national. Un désir d'ordre, de souveraineté et de dignité, jamais réellement conquis depuis l'effondrement de l'Ancien Régime. Ce n'est pas un retour en arrière, mais le miroir d'une crise de légitimité profonde. Les institutions vacillent, les promesses se dissipent, et le peuple cherche dans le passé des réponses à ses frustrations. C'est un phénomène universel. Quand l'incertitude règne, les symboles du passé deviennent des repères, parfois même des refuges. Ignorer ce signal, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs, ou pire, alimenter l'instabilité. Car une nation qui ne se sent ni entendue ni respectée ne cesse jamais de réclamer justice et cohérence. Les exemples du passé abondent. À chaque fois qu'un peuple n'a pas été écouté, l'histoire s'est achevée en crise ou en révolte. Ce moment libyen ne parle pas que d'histoire. Il questionne l'avenir du pays et du continent entier. Comme un prisme, il éclaire les fractures profondes qui traversent toute l'Afrique du Nord, où la mémoire du passé est souvent plus forte que les promesses de l'avenir. Mais comment en est-on arrivé là? Et pourquoi la légitimité reste-t-elle un enjeu si explosif en Libye? Pour comprendre, il faut revenir sur les promesses non tenues du printemps arabe et l'ingérence étrangère. Cette histoire ne commence pas avec la mort d'un homme, mais avec l'effondrement d'un système et l'incapacité à en bâtir un nouveau sur des bases solides. Pourquoi la disparition d'un chef d'État ne suffit-elle presque jamais à instaurer la paix? Prenons la Libye, plus de 10 années après la chute de Mouammar Kadhafi. L'intervention étrangère avait promis démocratie, élections et renouveau. Au lieu de cela, le pays a sombré. Institutions effondrées, vide de pouvoir persistant, population divisée, avenir toujours incertain. Changer de régime n'apporte rien si l'État ne survit pas à la transition. Quand il n'y a plus de relais, plus de consensus, il ne reste que la peur et la méfiance. Les élections, imposées sous pression internationale, n'ont ramené ni l'ordre ni la confiance. Sans légitimité partagée, le scrutin n'est qu'un rituel vide, incapable de rassurer ou de réunir. Pour illustrer, souvenons-nous de l'Irak après la chute de Saddam Hussein. Les coalitions étrangères avaient promis une démocratie florissante. Mais l'absence de structure légitime a plongé le pays dans le chaos, la montée des violences sectaires et une instabilité chronique qui dure encore aujourd'hui. Le parallèle avec la Libye est frappant. L'effondrement du régime n'a pas été suivi par la reconstruction d'un contrat social solide. Vu d'Occident, la légitimité semble n'être qu'une affaire de procédure. Bulletin dans l'urne, signature, observateurs étrangers. Mais dans beaucoup de sociétés africaines, la vraie légitimité naît d'une autorité qui protège, nourrit et respecte la dignité de chacun. Quand l'État échoue à ce rôle, même le scrutin le plus transparent ne calme ni l'inquiétude ni la colère. Prenons un exemple concret. Au Mali, malgré plusieurs élections organisées sous supervision internationale, la défiance envers l'État persiste. Les citoyens, souvent livrés à eux-mêmes face à l'insécurité, cherchent la protection auprès de groupes locaux ou de chefs traditionnels, là où l'État ne répond plus à leurs besoins fondamentaux. La légitimité réelle ne se décrète pas, elle se mérite sur le terrain, chaque jour. C'est alors que la mémoire collective devient un refuge. Quand l'ordre s'écroule, on se tourne vers le passé, plus par besoin de comparaison que par nostalgie.
Étions-nous mieux protégés? Avions-nous davantage de dignité? Nos enfants vivaient-ils sans crainte? La marée humaine venue aux funérailles de Saïf al-Islam Kadhafi n'était pas seulement un adieu à un homme. C'était un cri silencieux. La page du passé n'a jamais été tournée, car la confiance, la souveraineté et le sentiment d'appartenance à un même destin font toujours défaut. Ce malaise va bien au-delà de la Libye. Il dévoile un gouffre entre ce que l'Occident promet et ce que réclament les sociétés. Une stabilité réelle, enracinée dans leur propre code, pas dans des modèles importés. Sans légitimité éprouvée, aucune règle ne tient. Sans stabilité, ni développement ni sécurité ne sont possibles. Pour personne. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le Soudan, où la chute d'Omar el-Béchir a ouvert la voie à une période d'incertitude prolongée. Les promesses de transition démocratique se sont heurtées aux réalités d'un État fragmenté, incapable de garantir la sécurité ou de répondre aux revendications populaires. La leçon est claire. Sans légitimité partagée, la transition politique s'enlise. Ce vide de légitimité n'est jamais inoffensif. Il appelle l'insécurité, la fragmentation, la défiance, en Libye comme ailleurs en Afrique du Nord. À chaque effondrement, la mémoire redevient boussole, cherchant des réponses que le présent ne donne plus. Mais comment ce malaise s'est-il installé au cœur même de l'État libyen? Et pourquoi la communauté internationale a-t-elle sous-estimé la force de cette mémoire collective? Pour comprendre, il faut revenir sur les promesses qui ont été faites et sur la façon dont elles ont été brisées. Pourquoi les solutions importées débouchent-elles sur des transitions perpétuelles et des institutions vides de sens? Cette interrogation plane sur la Libye, mais aussi sur une vaste partie du continent africain aujourd'hui. Depuis plus d'une décennie, la Libye sert de laboratoire à des expériences politiques dictées par l'extérieur. Des modèles de démocratie y ont été imposés sans jamais restaurer une souveraineté authentique. Les élections se sont multipliées, mais jamais sur des fondations solides, ni avec une légitimité reconnue par la population. Résultat, des États fantômes, où les institutions subsistent sur le papier, incapables d'exercer un pouvoir réel ou de répondre aux besoins fondamentaux des citoyens. Ce schéma se répète ailleurs. Du Sahel à la Corne de l'Afrique, les mêmes symptômes se manifestent: effondrement de l'État, insécurité endémique et circulation incontrôlée des armes et des crises à travers les frontières. La chute d'un régime n'apporte pas la stabilité promise. Elle déclenche souvent une vague de violence incontrôlable. Libye, Mali, Centrafrique, Soudan. Chaque intervention extérieure ébranle davantage les fondations locales, laissant les populations désorientées face à l'insécurité et à la précarité. Regardons le cas de la République centrafricaine, où l'intervention militaire étrangère a permis d'installer un gouvernement, mais sans enracinement populaire. Les affrontements se sont poursuivis, la population demeurant méfiante envers les nouvelles autorités. Les citoyens, lassés des promesses extérieures, se sont souvent tournés vers des groupes d'autodéfense ou des chefs locaux, réaffirmant l'importance de la légitimité ancrée dans le tissu social. Les solutions imposées restent trop souvent alignées sur les intérêts des acteurs étrangers, au détriment des aspirations profondes des peuples. Cette dépendance accentue la crise de confiance envers les institutions nationales. Les modèles importés échouent à s'ancrer, car ils ignorent le vécu, les attentes et les traditions des sociétés africaines. Les populations se détournent alors du pouvoir officiel, cherchant dans la mémoire, les symboles ou les solidarités locales, ce que l'État ne représente plus. L'instabilité ne connaît pas de frontières. L'effondrement d'un pays entraîne ses voisins dans la tourmente. Flux de réfugiés, prolifération d'armes, tensions ethniques ou religieuses qui se répandent à grande vitesse. Le chaos devient contagieux, transformant la région en champ d'essai pour des solutions inadaptées, avec des conséquences imprévisibles. Prenons l'exemple du Niger, dont la stabilité a été fragilisée par les troubles en Libye voisine. L'arrivée massive d'armes et de combattants a déstabilisé tout le Sahel, générant une insécurité qui dépasse largement les frontières libyennes. Ce phénomène rappelle que la crise libyenne n'est pas une affaire locale, mais une onde de choc régionale. Ignorer la réalité locale, c'est fabriquer des États fantômes et alimenter des crises en chaîne.
Chaque solution imposée sans enracinement aggrave la méfiance, élargit la fracture entre gouvernants et gouvernés et éloigne toute perspective de stabilité durable. Pourtant, au cœur de cette spirale, une force nouvelle surgit. Celle des générations africaines qui refusent de subir et réclament le droit de façonner leurs propres institutions. Leur voix s'élève, ébranlant les certitudes héritées et ouvrant la voie à un changement profond. Ce souffle nouveau commence à se faire entendre jusque dans les rues libyennes, où les symboles du passé ressurgissent et questionnent l'ordre établi. C'est dans ce contexte que l'émotion suscitée par le funérail de Saïf al-Islam Kadhafi prend tout son sens. Que se passe-t-il lorsque la jeunesse africaine décide de ne plus attendre? Sur tout le continent, souffle un vent d'exigence inédit. Portée par une génération informée et connectée, l'Afrique n'accepte plus les discours creux. Dans chaque ville, chaque village, les jeunes questionnent l'utilité des partenariats répétés depuis plus de 60 ans. Ils ne rejettent pas le dialogue, ni la coopération. Mais ils dénoncent la dépendance, le paternalisme et les accords qui profitent à un camp pendant que l'autre attend encore des résultats. Leur demande est claire, agir avec respect, sans contrôle ni condescendance. La désillusion des décennies passées nourrit une détermination nouvelle. Les souvenirs de promesses trahies, d'institutions affaiblies et d'ingérences étrangères deviennent un moteur. Aujourd'hui, les jeunes réclament plus que la stabilité ou la croissance. Ils veulent la dignité, la souveraineté et des résultats concrets dans leur vie quotidienne. Le récit change. Il n'est plus question de gratitude ou de soutien inconditionnel. Désormais, il faut bâtir une relation d'égal à égal, où la voix africaine pèse autant que celle des autres. Les jeunes refusent que leur avenir soit décidé loin d'eux, sans leur avis ou leur participation. Ce réveil se manifeste partout, sur les réseaux, dans les universités, jusque dans la rue. Le dialogue devient horizontal, plus inclusif. Les exigences augmentent, transparence, efficacité, respect de la souveraineté. La jeunesse n'attend plus de promesses, mais des preuves. Son influence se traduit aussi par des initiatives concrètes. Au Sénégal, par exemple, des mouvements citoyens comme « Y en a marre » ont réussi à mobiliser la jeunesse pour exiger des réformes politiques et une meilleure gouvernance, forçant les dirigeants à prendre en compte leurs revendications. Au Burkina Faso, les mobilisations de la jeunesse ont été décisives dans le départ de Blaise Compaoré après plus de 27 ans de pouvoir. Face à cette pression, un choix s'impose. Ignorer ces voix, c'est risquer une rupture définitive avec l'Afrique. Cela ouvrirait la porte à de nouvelles alliances, où l'Occident ne serait plus forcément le principal partenaire. Nous sommes à un moment décisif. Il ne s'agit plus d'imposer des solutions venues d'ailleurs, mais de reconnaître la maturité d'un continent qui veut écrire sa propre histoire. Les puissances étrangères doivent entendre ce message, sous peine de voir leur influence et leur crédibilité s'effriter rapidement. Mais ce n'est pas seulement le futur qui se joue, c'est aussi le présent, cristallisé par des événements comme les funérailles de Saïf al-Islam Kadhafi. Là, les tensions entre passé, présent et avenir se révèlent au grand jour. Comment empêcher l'histoire de revenir, ou pire, de déraper davantage? Voici des leçons concrètes qu'aucun acteur ne peut se permettre d'ignorer désormais. D'abord, la légitimité ne se décide pas depuis une estrade, ni ne s'impose par des lois étrangères. Elle se construit lentement, sur la base de la sécurité réelle, du respect de la dignité et de la reconnaissance du vécu de chacun. Quand les citoyens sentent que leur vie compte, la confiance germe d'elle-même, jamais sous la contrainte. Voyons ce qui se passe quand des élections sont lancées dans un climat sans confiance ni unité nationale. Le scrutin devient alors une simple formalité. Les bulletins remplacent les convictions, la fracture s'approfondit au lieu de guérir. La Libye en a fait l'expérience. Sans légitimité partagée, les urnes deviennent des armes de division, non des outils d'espoir. Pour illustrer, regardons l'exemple du Nigeria, où des élections régulières n'ont pas empêché la montée de tensions communautaires, faute de consensus national. De même, en Côte d'Ivoire, les élections ont parfois servi à cristalliser les oppositions plutôt qu'à les résoudre, ouvrant la porte à des crises violentes.
Le diagnostic est clair, la mécanique électorale ne suffit pas à créer la cohésion. La coopération, elle aussi, réclame plus que de belles paroles. Elle exige humilité, adaptation continue et surtout des résultats concrets. Signer des accords ou multiplier les réunions ne suffit pas. Les peuples veulent des preuves visibles, la sécurité retrouvée, des services publics qui fonctionnent, une justice ressentie dans la vie quotidienne. Sans progrès tangible, la coopération n'est qu'un slogan vide qui alimente la défiance. Comment alors anticiper l'irréversible? L'écoute attentive des signaux faibles, comme le fut ce funérail d'ampleur, devient vitale. Un rassemblement silencieux, une mémoire collective qui s'anime, autant d'avertissements puissants. Les ignorer, c'est s'exposer à ce que la frustration enfle jusqu'à l'explosion ouverte. Il ne s'agit plus seulement d'analyse politique. Si ces leçons restent lettres mortes, la pression sociale, économique et identitaire continuera de croître jusqu'au point de rupture. Et ce choc ne laissera indemne ni la région, ni ses partenaires. Le prix de l'aveuglement est immense. Instabilité, perte d'influence, occasion manquée pour une paix durable. Pour éviter ce scénario, des solutions concrètes s'imposent. D'abord, impliquer les communautés locales dans chaque processus de transition ou de réconciliation. Cela signifie organiser des consultations publiques, écouter les chefs traditionnels, les femmes, les jeunes, et intégrer leurs attentes dans la construction de l'État. Ensuite, investir dans l'éducation civique pour permettre à chacun de comprendre et de défendre ses droits, mais aussi ses responsabilités. Ensuite, il convient de renforcer l'accès à la justice et à la sécurité pour tous. Trop souvent, ces services sont réservés à une élite ou à certaines régions. Garantir l'équité, c'est aussi restaurer la confiance. Les exemples du Rwanda ou du Ghana montrent que des réformes patientes et inclusives peuvent transformer la relation entre l'État et ses citoyens. Enfin, il faut repenser la coopération internationale. Plutôt que d'imposer des modèles, il s'agit d'accompagner les initiatives locales, de soutenir les réseaux d'entrepreneurs, de valoriser les savoirs endogènes. Les partenaires extérieurs doivent comprendre que la réussite d'un pays ne se mesure pas au nombre de sommets internationaux, mais à la satisfaction réelle de sa population. Mais au-delà des constats, reste une question brûlante. Comment mettre ces leçons en pratique, ici et maintenant, avant qu'une nouvelle crise ne s'impose à tous? Le vrai choix n'oppose plus passé et futur, mais gestion et respect. La Libye vient de projeter au monde une image saisissante. Ce n'est pas un simple retour nostalgique, ni la répétition d'un vieux conflit. C'est un miroir tendu à tout un continent. Le refus d'être géré de l'extérieur, l'exigence d'être respecté dans ses propres ambitions. Trop longtemps, la stabilité africaine a été pensée comme un ordre à imposer par des décrets ou des interventions. Mais les foules massées à ces funérailles rappellent une vérité essentielle. La légitimité ne se décrète pas, elle s'enracine. Elle ne s'offre pas, elle se construit, lentement, par et pour le peuple. Désormais, l'enjeu déborde largement la Libye. Il touche notre façon de regarder l'Afrique, tout entière. Rester prisonnier des vieilles logiques, gestion, imposition, méfiance, c'est ignorer que les citoyennes et citoyens africains réclament aujourd'hui le droit de choisir, de corriger et de bâtir eux-mêmes l'ordre qui les régit. Fermer les yeux sur ce tournant, c'est risquer bien plus qu'une perte d'influence. C'est s'exposer à des instabilités qui, tôt ou tard, franchiront toutes les frontières. C'est rater l'occasion, rare et précieuse, de nouer des partenariats fondés sur la confiance, non sur le contrôle. Ce moment doit faire réfléchir partout, à Washington, à Paris, à Bruxelles et au-delà. Car, du nord au sud du continent, la jeunesse n'attend plus de modèles importés. Elle exige d'être écoutée. Elle veut que sa souveraineté prime sur tous les agendas extérieurs. Refuser d'accepter cette réalité, c'est s'exposer à des surprises coûteuses, pertes économiques, insécurité croissante, affaiblissement diplomatique. Mais choisir le respect, c'est investir dans un avenir partagé, fait de stabilité et de reconnaissance mutuelle. Alors, posons-nous la seule question qui vaille. Voulons-nous continuer à gérer l'Afrique, ou sommes-nous prêts à la respecter et à accompagner son propre chemin?
car la légitimité ne s'importe pas. Elle se cultive, et ce sont les peuples africains qui en détiennent la clé. Ne laissons pas passer ce moment. Saisissons-le pour rebâtir, ensemble, des relations lucides et équilibrées. Que chaque funéraille, chaque rassemblement, chaque signal venu du terrain nous rappelle que l'Afrique n'est pas un terrain d'expérimentation, mais un continent d'avenir, riche de ses mémoires et porteur de ses propres solutions.